Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais cette petite vidéo pour apporter ma pierre à l'édifice du contre-feu absolument indispensable et nécessaire aux propos délirants de Monsieur Idriss Aberkan, qui s'attaque non pas seulement à Fact and Furious et à Antoine Daoust, mais en fait à tout un milieu du fact-checking, de la zététique, de tous des gens qui, de près ou de loin, s'intéressent aux faits, ce qui évidemment n'apprécie pas du tout Idriss Aberkan et sa bande qui va de Raoult à Perron à Francis Lalanne à Jean-Marie Bigard. On voit dans quel camp est-ce qu'il se trouve. Il se fait que je suis pas ici pour vous parler des accusations de violence conjugale qu'il y a dans cette vidéo, parce que c'est pas à moi de les juger. De base, je suis plutôt dans une position où je me dis que je crois les femmes. Voilà, donc ces accusations sont graves, extrêmement graves. Ce qui m'étonne néanmoins, c'est que il y a plusieurs documents qui sont produits dans cette vidéo, notamment le contrat qu'il a avec l'AFP, etc. Les documents qui attestent des arrêts de travail de 8 jours suite à des coups et blessures ne sont pas produits. Donc ça m'interroge un petit peu. Mais voilà, de toute façon, ça sera la justice d'en décider, dans un sens comme dans l'autre, puisque la personne mise en cause a porté plainte pour diffamation. La personne qui l'accuse a porté plainte pour coups et blessures, donc tôt ou tard la justice passera dans cette affaire et voilà. Sur le reste, le milieu du fact-checking, c'est un milieu que je connais bien parce que j'évolue pas vraiment dedans, à côté, on va dire, depuis pas mal d'années. J'ai pas que des copains là-dedans, loin de là. Hein, j'ai eu beaucoup d'emmerdes avec une bonne partie de ces gens. Hein, j'ai jamais caché qu'effectivement, je suis très critique de la manière dont le fact-checking est bien souvent fait. Même si je trouve qu'avec les années ça va mieux. Je suis pas copain avec Rudy Reichel de Conspiracy Watch qui a porté plainte contre moi pour diffamation et injure parce que j'ai traité de gros connard, un truc du genre, après qu'il ait écrit à une université en disant que en fait j'étais un faux formateur qui déguisait des propos antisémites et complotistes sous un vernis de formation fake news. Tous ceux qui ont déjà assisté à ce que je produis ou qui me suivent sur les réseaux sociaux doivent se dire what the fuck. Bah ouais, what the fuck. J'ai ma fiche sur Conspiracy Watch au même titre que Martin Vonner, Idriss Aberkan ou d'autres. Idriss, Rudy d'ailleurs, si tu me regardes, réfléchis-y parce que c'est vraiment stupide. Je t'ai écrit plusieurs fois que c'était très con. Voilà, tout le monde fait des erreurs. Tu es engagé depuis longtemps dans la croyance que je suis un dieudonné belge, alors que bah non, tu t'es trompé. Maintenant, il est temps de le reconnaître et je suis désolé des propos que j'ai pu tenir envers toi. Soit. Qu'est-ce qui me pose problème dans ce contenu que Idriss Aberkan a publié il y a quelques jours maintenant? On va passer en revue quelques points qui personnellement me posent énormément de problèmes puisque c'est juste des trucs complètement faux et débiles. Et je pense que, contrairement à certains qui disent que il faut censurer Aberkan, que il faut le faire taire, qu'il faut pas l'écouter, moi je crois qu'au contraire il faut l'écouter. Il faut vraiment l'écouter, mais l'écouter attentivement. Et si vous faites partie de ses fans, parce que pour le coup il a des fans, hein, c'est pas seulement des gens, c'est tout ou rien Aberkan, hein, c'est pas, il y a peu de gens qui sont entre les deux, quoi. Soit vous êtes fan, soit vous voyez que c'est un gros con. Si vous êtes fan, écoutez-moi. Écoutez-moi et écoutez-le ensuite, et puis réécoutez-moi et puis réécoutez-le. Le mieux que vous ayez à faire, c'est d'écouter Idriss Aberkan et d'appliquer vraiment les conseils qu'il vous donne, parce que souvent c'est pas des mauvais conseils. Hein. Le problème c'est comment il utilise ces conseils qu'il donne. Voilà, on va écouter tout de suite. Et qui, selon les révélations que Malika Daoust nous a faites et dont elle va nous offrir une synthèse ce soir, n'a de vertueux que l'apparence et n'a en tout cas pas un comportement vertueux, et c'est seulement à l'aune du comportement qu'on peut juger la vertu. Voilà donc le contexte. Nous essayons de comprendre comment fonctionnent les officines de fact-checking en France. Alors ici directement, donc il remet le contexte. Hein. Je vous mets pas toute la vidéo. Si vous voulez voir toute la vidéo, vous allez voir toute la vidéo. Ici il remet un élément de contexte. Il fait une longue introduction et il utilise le mot que vous entendez ici, officine. Officine a un sens extrêmement péjoratif. Il utilise ce mot pour une très très bonne raison. C'est qu'en fait il essaye de dérouler la thèse selon laquelle tout le milieu du fact-checking, de Conspiracy Watch à Debunker des Étoiles, à Fact and Furious, à Asserment d'Axe, à Julien Pain, à Check News de Libération, tout ce que vous voulez, en fait complote contre eux. L'idée c'est que il ne veut pas se justifier sur ce qu'on lui reproche, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut faire, c'est discréditer la parole de celui qui l'émet. Et là c'est super intéressant parce que, vous allez l'entendre, Idriss Aberkan
ne cesse de dire qu'on essaye de le détruire, qu'on complote contre lui, qu'on essaye de tuer le messager. Il parle de l'opération Mockingbird. Ce qu'il fait là, c'est exactement ce qu'il dénonce en fait. Donc si vous appréciez ce que dit Aberkan, ben, posez-vous la question sur mais qu'est-ce qu'il fait en fait. Parce que vous allez voir que dans tout son déroulé et dans toute sa vidéo, dont je ne vous remets pas tout, est-ce qu'à un instant, il nie une des informations publiées par Fact and Furious? Quelles sont ces fausses informations publiées par Fact and Furious? J'ai écouté la vidéo attentivement, j'ai pu faire une erreur ou deux, mais j'ai l'impression qu'il n'en cite pas une. Il passe son temps à expliquer qu'il y a des officines qui font du blanchiment de fausses informations. Donc c'est-à-dire que sa thèse, qui tient la route hein, dans l'absolu, c'est possible de faire ça, c'est que des grands médias, des associations telles que Conspiracy Watch, auraient payé Antoine Daoust pour qu'il produise de la désinformation sur Idriss Aberkan, Raoult, Perron, etc., afin de les discréditer, de devenir des sources que eux-mêmes, Conspiracy Watch, l'AFP, machin, peuvent récupérer pour les mettre dans leurs articles, et puis que ça finisse sur Wikipédia comme étant une source. Parce que c'est plus difficile de mettre comme source Fact and Furious que l'AFP. L'AFP, ça fait super sérieux. Et j'ai pu constater aussi dans les documents que vous nous avez transmis que Fact and Furious, maintenant on parle de la personne morale, avait un très grand réseau. Alors, vous m'avez fait part du fait qu'ils étaient proches de Karine Lacombe, que Facts and Furious était en relation d'amitié avec Karine Lacombe. Il y avait un réseau vaste de fact-checkers, d'organes de presse qui gravitaient autour de Facts and Furious. Est-ce que c'est exact? C'est exactement ça, oui. Comment travaillait Facts and Furious? Alors, Fact and Furious. Il y a un truc intéressant ici qui pourrait ne pas être voulu, hein, mais c'est qu'on voit bien qu'il oriente l'interview et réécouter l'interview entière. Il pose pas une question, en fait. Il fait une affirmation sous la forme d'une question. Et évidemment, derrière, Malika Daoust valide. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à la fin, il va même contre elle. Il veut la convaincre de sa thèse à lui, en fait. C'est pas une interview, c'est un déroulé. Il cherche à coller des informations au récit qu'il a écrit d'avance. Et ça, c'est intéressant parce que pour ceux qui écoutent Aberkan souvent, je vais pas vous retrouver les extraits parce que j'ai autre chose à foutre en fait. Il le dit extrêmement souvent, Aberkan, c'est le récit n'est pas la réalité, machin, tout ça, ce genre de phrases un peu bateau. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il s'est inventé un récit. Et il cherche des éléments d'information qui, pour certains, sont peut-être vrais, qui puissent coller au récit afin d'en faire un millefeuille argumentatif qui va lui faire un beau gâteau. Et le millefeuille argumentatif, c'est quoi? Bah, c'est l'idée d'avoir en fait tout un tas de mini-couches d'informations qui souvent, certaines sont fausses, d'autres sont des informations sans grand intérêt. Sauf que quand vous les collez les unes aux autres, bah, à la fin, vous avez un bon gâteau. Alors que si vous prenez une couche de ce millefeuille, bah, c'est juste un truc sans goût et sans intérêt. Mais quand vous en mettez blindé, ça devient un truc qui devient un petit peu consistant. C'est pas un bon gâteau au chocolat, quoi. Y a pas une grosse révélation. D'ailleurs, en 50 minutes de truc, y a aucune grosse révélation. Y a que des trucs un peu de théorie complotiste sur la moindre preuve. Et des trucs qui sont absolument banals, en fait. Comme ce qu'il raconte ici et qu'on va écouter là, le fait que, il passait des coups de fil. Waouh. Quoi, il avait des copains. Waouh. Quoi, il téléphonait à des journalistes. Mon Dieu, mais c'est terrible. C'est pas interdit le téléphone. Travailler, soit on lui a envoyé, c'était quelqu'un qui commanditait, ça c'est Oui. sûr. Alors, donnez des détails. Ouais. Ce dont vous vous rappelez. Commandite ce groupe. Moi j'appelle ça cette secte. Voilà. On est dans la neutralité. Alors il commande ce groupe. De là, il envoie des informations. Ils se mettent en vidéo. Est-ce que vous savez qui commande ce groupe? Est-ce que vous savez qui commande ce groupe? Non. Ok. Mais j'ai ma petite idée. C'est quand même emmerdant. Vous pouvez confirmer que ce n'est pas Facts and Furious, ce n'est pas d'eux que partent les investigations. Ici, c'est quand même embêtant parce qu'elle explique qu'il y a un groupe qui est contrôlé, quoi, qui domine. Il y a quelqu'un qui organise des réunions pour dire à Fact and Furious ce qu'ils doivent écrire. Et que ça se fait en visio. Si elle le sait que ça se fait en visio, c'est qu'elle a déjà vu l'écran, elle est censée le savoir quand même. Comment ça se fait qu'elle est pas au courant?
Si c'est son ex, s'il travaille comme ça. C'est étonnant quand même. Vous verrez qu'après ils accusent Rudi Reichstadt d'être un petit peu à la tête de la manœuvre. Et encore une fois, je le porte pas tellement dans mon cœur, euh, mais c'est ridicule. Oui, je le confirme, oui. Ok. Alors continue. Donc, du coup, il lui envoie des informations et lui se renseigne. En fait, il téléphone un peu partout pour se renseigner. Il envoie des mails, il se procure les mails, ou des fois on lui procure le téléphone et les mails. Voilà. Et lui, il fait le. J'ai l'impression qu'il fait le travail de ce commanditaire. En fait, il faut qu'il suive ce commanditaire. Il ne peut pas travailler sans lui. Et il ne peut pas travailler sans les autres aussi. Il faut qu'il ait leur accord. Je dois faire ça. Non, ne fais pas ça, fais plutôt ça. Ok, d'accord, je note. D'accord. En fait, ce qui semble ressortir, hein, là c'est mon interprétation personnelle, c'est que la dame ici en question a vu son ex-mari travailler. Donc c'est-à-dire que elle l'a entendu téléphoner, elle n'entendait pas les conversations, elle entendait ce que lui disait. Et du coup il disait ah oui d'accord ok je fais ça. En gros, ce que je comprends, hein, et ce qui est quand même une thèse vachement plus plausible, c'est qu'Antoine Daoust bah, demandait des conseils. Notamment parce que ça va être répété plus loin. Le gars est ancien militaire, devenu barman, etc. Qui s'est un peu improvisé journaliste et fact-checker. Et c'est pas grave, en fait. Hein. Le journalisme citoyen, aujourd'hui, on a tous, ça devient un journaliste, c'est plus seulement un métier, c'est une fonction. Et c'est une fonction que tout un chacun peut exercer, et je trouve que c'est positif. Parfois, ça provoque des problèmes, hein. C'est parce que ça permet à Monsieur Aberkan de raconter n'importe quoi, mais d'un autre côté, si vous n'aviez pas une jeune fille qui sort son téléphone pour filmer l'assassinat de George Floyd, le meurtre plutôt de George Floyd, bah il n'y a pas d'affaire. C'est pas un journaliste professionnel qui fait ça. Et donc on a un impact dans tout le monde occidental qui est créé grâce à du journalisme amateur en fait. Donc c'est quelque chose de positif. Et donc le fait que Antoine Daoust demande des conseils me semble bah, pas tout à fait délirant. Et c'est vrai que de l'extérieur, bah, on peut interpréter ça comme des conseils ou comme des ordres. Le problème dans sa thèse, c'est qu'il n'y a aucune preuve de ces ordres en fait. Oui, c'est ce qu'il raconte est possible. Comme le disait Thomas Durand dans sa vidéo sur le même sujet, si c'est vrai, c'est très grave. Bon, déjà, j'ai pas l'impression que ça serait très grave. Je veux dire, en l'occurrence, c'est même pas le cas, mais Fact and Furious pourrait avoir un contrat avec Conspiracy Watch et travailler pour eux. Enfin, je veux dire, ça ne serait même pas grave, mais en fait, ça semble même pas être le cas. Bon, on pourrait dire que ça manque un peu de transparence, mais c'est tout. Bon, allez, la suite. Donc ce n'est. Il n'est pas libre. Oui, et d'ailleurs, pardonnez-moi, hein, je m'en voulez pas si je prends la défense de votre mari, mais pour moi, je dois le dire très clairement à l'antenne, là, moi j'ai l'impression qu'il est broyé par un système. Je suis désolé, vous n'êtes pas obligé d'aller dans mon sens, vous avez des raisons personnelles. Non, mais je vais aller. Mais ma raison personnelle, moi, c'est du passé, hein. Je lui en veux pas. Je suis pas là pour ce qui s'est passé entre nous deux, ça m'est passé. Oui, mais vous avez porté plainte. Donc, oui, mais ça m'est passé. Mais moi, j'ai... Ici, c'est intéressant parce qu'Aberkan, ici, essaye de changer un petit peu le truc parce que dans une partie de ce qui était expliqué avant, elle explique que c'est un grand manipulateur, etc. Et Aberkan, ça lui convient pas, en fait, ce récit-là. Ça lui convient pas. Lui, ce dont il a besoin, c'est en fait le récit selon lequel Fact and Furious était une officine à la solde de quelque chose de plus grand. De Conspiracy Watch, de l'AFP et finalement du pouvoir français en gros, hein, c'est un petit peu l'idée, voire du pouvoir du nouvel ordre mondial qui tire les ficelles, avec évidemment un petit peu toujours les mêmes personnes qui se cachent derrière. Les fameux eux, ils, etc., qui reviennent toujours à la fin finalement au vieux poncif antisémite dont on a l'habitude. Et ici il essaye de retourner en fait son invité en essayant de que ça colle à son récit qui est le fait qu'il a été manipulé et on l'a utilisé. J'ai le sentiment... Très bien. Ben, j'ai le sentiment que votre mari est broyé dans un système qui connaissait ses difficultés, qui connaissait ses problèmes, et qui l'a quand même utilisé pour produire à la fin des articles qui seront utilisables, qui seront citables comme articles indépendants. Fact and Furious a été cité par plein d'organes de presse. Enfin, ils ont été cités par l'Express, ils ont été cités par des organes de presse, même jusqu'en Suisse. Donc, ce que vous me dites là, c'est que vous aviez un groupe qui demandait à produire des articles pour pouvoir les utiliser ensuite. C'est exactement ça. Oui. Là, le problème, c'est que
Sa thèse, ouais, c'est sa thèse, mais il n'y a pas une preuve. Il n'y a pas une preuve. Et au-delà de ça, si on essaye d'avoir un petit peu d'esprit critique là-dessus, il n'y a pas de preuve. Première chose. Et deuxième chose, qui pour moi même majeure, pourquoi est-ce que l'AFP ferait ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un irait chercher, parce que c'est sa thèse, hein, d'aller chercher un ancien barman faible pour en faire une sorte de marionnette pour produire des informations? Conspiracy Watch a des fiches sur plein de gens. L'AFP a un service de fact-checking qui s'appelle AFP Factuel, dans lequel d'ailleurs il ne signe pas toujours les articles, parfois c'est signé la rédaction. Il s'attaque un peu à tout le monde. L'Express a fait des enquêtes sur Aberkan. Pourquoi est-ce que des médias reconnus auraient besoin d'un blog amateur? Et je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais c'est quand même plutôt amateur. Dans le sens, c'est pas, voilà, ça reste un gars dans son garage, tout comme moi, je suis chez moi avec mon fils là en train de faire une vidéo, hein, je suis amateur aussi, hein. C'est tout, c'est pas grave. On peut faire des choses amateurs très bien. Pourquoi est-ce que l'AFP et ses organes de presse auraient besoin de ça? C'est ça le vrai problème dans son raisonnement. Dans son raisonnement, c'est dans l'idée de pouvoir s'en laver les mains de la désinformation qui est produite par Fact and Furious. Sauf qu'en fait, il n'en apporte pas la preuve de la désinformation. On pourrait penser que oui, comme ça, l'AFP pourrait le jeter devant les tribunaux, etc. Fact and Furious n'a pas de procès au cul, hein. Contrairement à d'autres, justement. Allez, la suite. L'antenne, parce que vous avez normalement une presse indépendante, vous avez normalement des organes qui sont indépendants, qui se présentent comme indépendants, qui se regardent. Si vous avez 15 organes indépendants qui disent la même chose, c'est que c'est vrai, c'est que c'est un fait, c'est que ça mérite d'être mis dans la presse, c'est que ça mérite d'être dans Wikipédia. Et ces trucs indépendants, en fait, c'est un seul réseau. C'est ça. C'est un seul réseau. Alors, dites-nous plus de détails sur comment travaillait Fact and Furious. Donc, je vous disais, c'est que de la maison. C'est très, très rare qu'il allait sur le terrain. Là-dessus, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin dans le journalisme rigolent en entendant ça. Je suis désolé. Il y a une grande concentration des médias, en France particulièrement. Bon, en Belgique, c'est pas bien mieux. Mais en fait, ce qu'il est en train de nier, c'est la concurrence entre les médias. Il explique en fait que tous les médias en fait sont dirigés par les mêmes et que il y a une hégémonie complète. Moi, si j'ai vu quelque chose et compris quelque chose, et d'ailleurs c'est ce que je reproche au milieu médiatique et au milieu du fact-checking, c'est pas le fait qu'ils collaborent ensemble et qu'ils collaborent ensemble de manière secrète ou pas. Le vrai problème du fact-checking aujourd'hui, c'est justement qu'ils ne collaborent pas ensemble. Pour moi, le vrai problème du fact-checking, c'est que vous allez avoir 15 fact-checking sur un truc débile. Moi, sur mon fake des chèques de Pécresse qui demande d'arrêter d'envoyer des chèques, il y a eu 5 fact-checking de 5 médias différents. À quoi ça sert? Un média l'a fait, allez fact-checker autre chose, quoi. Et bien souvent, le fact-checking se concentre trop sur les mêmes trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça que Raoult, Aberkan, machin, se sentent persécutés. Parce qu'il est vrai qu'ils sont une cible de choix. Pourquoi est-ce qu'ils sont une cible de choix? Parce que ça fait le buzz. Parce que mine de rien, il y a énormément de gens qui les soutiennent et qui donc vont lire, venir voir ces contenus de fact-checking pour pas apprendre des trucs, hein, mais pour insulter les journalistes, pour voilà, parce que de toute façon ça les intéresse de voir ce qu'on dit sur leurs idoles. Et en plus de ça, bah, on a l'autre camp qui va être content de partager et d'utiliser ces articles. Les anti-Raoult vont être contents d'avoir ces articles. Les pro-Raoult aussi, en fait. Donc c'est des contenus qui fonctionnent bien. Et évidemment, plus votre fake a du succès, et plus votre fact-checking va potentiellement en avoir. Et bien souvent, déjà, c'est un truc qui est quand même pas mal étudié et que personne ne pourra nier, votre fact-checking, il va toujours avoir 10 fois moins de vues que le fake, hein. Ça, c'est de base. Euh, donc, c'est-à-dire que si vous prenez un fake qui a déjà très peu d'impact et que vous faites un fact-checking dessus, vous allez avoir une audience qui est ridicule. Et les journalistes ne travaillent pas gratuitement. Les journalistes ont des impératifs de résultats, de vues, de revenus publicitaires, de revenus d'abonnement. Ce sont des entreprises. Et même ceux qui le font de manière bénévole,
bah on est toujours porté un petit peu par la visibilité qu'on va pouvoir avoir. Si vous faites une vidéo YouTube sur un sujet qui n'intéresse personne, bah vous allez avoir 30 vues et vous allez vous dire, mais putain, j'ai passé une journée là-dessus. Et c'est vrai que parfois on a beau être passionné de certains sujets, bah on préfère aussi parfois avoir un impact. C'est d'ailleurs pour ça que, d'une certaine manière, hein, je le nie pas, je le nie pas du tout. Si je suis en train de faire cette vidéo, c'est certainement pour ça aussi en partie, hein. Parce que moi, je me dis, tiens, j'ai une pierre à un édifice à apporter. Parce que j'ai l'impression, après avoir vu le communiqué de Daoust, la vidéo de Thomas Durand, que j'avais quelque chose de supplémentaire à apporter sur le sujet. Mais c'est aussi parce que je sais que c'est un contenu qui va avoir un certain impact. Voilà. Et que potentiellement, il va y avoir pas mal de pro Burkhan qui sont là en train de regarder ce que je raconte là maintenant, qui vont m'insulter ou pas. Et voilà, moi, mon objectif, c'est peut-être d'essayer de les raisonner un petit peu parce qu'ils sont en train de se faire baiser. Vraiment, ils sont vraiment en train de se faire baiser. Ils se font manipuler. Et, euh, et encore une fois, je le répète encore, moi, je suis hyper transparent, hein. S'il y a un des pros à Burkhan qui veut m'envoyer un mail et qu'on se fasse une visio, s'il veut voir mes comptes, mes contrats, ma comptabilité, je lui ouvre ma comptabilité, hein. Il n'y a aucun problème. Il verra qu'il n'y a pas une facture qui vient de, je sais pas, de l'AFP, de machin. Si, j'ai gagné 300 euros avec un fact-checking pour un entretien d'embauche pour DPA, l'agence allemande, qui m'ont payé l'exercice de l'entretien d'embauche. Voilà. C'est tout l'argent que j'ai touché du fact-checking dans ma vie ou d'un grand média. Mais je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel de contrecarrer ces discours. Suivant. Pas sur un terrain, mais tout se faisait dans le garage, en dessous, en bas. Donc c'était par téléphone, par visio, par réseau sociaux et c'est tout. Voilà. Mais ils étaient H24 au téléphone. Et ils ne pouvaient pas faire quelque chose sans demander l'avis de quelqu'un. Comme vous dites, oui, il a été broyé. Il s'est mis dans ce système, je vais vous dire pourquoi. Pour l'argent en fait. Parce qu'on avait beaucoup de problèmes financiers avec Anton. Énormément. Donc il s'est fait, on va dire, il s'est fait engrainer dans ça. Ils ont dû lui proposer de l'argent. Avec nous, on va te faire évoluer. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas être connu. Et de là, il a... Là, encore une fois, elle suppose des trucs qui sont ridicules. Je peux pas, moi, vous apporter de preuves. Bon, elle en apporte pas non plus. Mais mais franchement, euh, ou alors il est bien naïf, mais on ne devient pas une star en faisant du fact-checking. On ne devient pas une star, on gagne pas beaucoup d'argent en faisant du fact-checking, c'est complètement faux. C'est ridicule, c'est un énorme fantasme. On devient une star en allant sur les plateaux d'Hanouna, ouais, on devient une star en allant dans la télé-réalité, on devient une star en étant présentateur de BFM TV ou éditorialiste sur CNews, ou alors en vendant des formations pour apprendre à développer son cerveau. Et en se faisant passer pour un génie qui a 3 PhD, on devient riche avec ça. Ça, je dis pas. En faisant du fact-checking, non, on le devient pas. Et sur ce qu'elle dit, ce que je crois comprendre et qui est une interprétation de ma part, c'est que il est effectivement probable, possible, qu'il y avait des questions de problèmes financiers, en plus, Fact and Furious s'est lancé juste au moment du Covid. Sachant, là je fais un petit peu une interprétation, mais qu'il était barman, potentiellement il avait plus de boulot. Et moi-même, hein, moi j'ai perdu quasiment tout mon boulot pendant la crise Covid, comme plein de gens. Bah tu cherches à faire quelque chose de tes journées, notamment quand tu es obligé de rester chez toi enfermé toute la journée. Et ce qu'il a fait, comme plein de gens, c'est de profiter de ses capacités, de sa passion pour le sujet, pour mettre son talent au service de la collectivité en faisant du fact-checking. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, il ferait autre chose. Mais la raison pour laquelle il y a eu des petits partenariats, des conseils, que Rudy de Conspiracy Watch lui a filé un coup de main, que si, que là, que Sylvain des Bunkers des Étoiles a bossé avec, que moi-même, au début, j'ai échangé un peu avec lui pour, je sais plus, donner des conseils sur un truc ou l'autre. Euh, voilà, juste des relations humaines, quoi. C'est pas une question de grand réseau. Voilà, enfin, je veux dire, on a des copains ou des connaissances. Enfin, voilà. C'est ça ce dont elle parle. Et quand elle dit il l'a fait pour l'argent, c'est ridicule parce qu'on ne gagne pas plein d'argent en faisant ça. Par contre,
Ce que Aberkan dit après, c'est que, ah, donc il a été payé, bah, je suis désolé. À un moment, quand tu bosses à peu près correctement et que ça te prend toutes tes journées, c'est quand même bien d'être payé, non? Enfin, je sais pas, on n'est pas obligé de travailler bénévolement non plus. Surtout quand on en a besoin, quoi. Donc voilà, moi ça me semble assez légitime qu'il ait été payé. Et de ce que je sais, sans rentrer dans les détails, non, ça a plus, enfin, je veux dire, dans ce que j'imagine qu'il a pu travailler et ce qu'il a dû gagner, à mon avis, il a gagné un salaire minimum du Bangladesh, hein, et c'est souvent le cas d'ailleurs en journalisme, parce que les choses prennent énormément de temps et c'est très très peu rémunérateur. Sauf si encore une fois vous êtes juste un couillon d'éditorialiste de plateau, là ça va. Mais 97% des journalistes gagnent très très mal leur vie en France, hein. Allez, la suite. On sait, car Antoine est une personne très influençable. Il faut le savoir, ça aussi. Voilà. Ça, c'est votre opinion, mais Oh, aussi. Il n'y a pas comme mon opinion à moi. Tous ceux qui le connaissent le savent. bon. Mais d'un point de vue éditorial, je dois rappeler que c'est votre opinion. Encore une fois, on n'est pas chez l'Express ici. Alors ici, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de se placer lui comme un vrai journaliste. Et alors, en plus, vu que c'est un live, comme Thomas Durand l'a rappelé dans sa vidéo, bah, ça lui permet en fait de pas s'impliquer en fait, hein. C'est un live, il laisse tout. S'il y avait eu un montage, on aurait pu lui reprocher d'avoir mis certains morceaux plutôt que d'autres. Donc là, en fait, il s'en dédouane complètement. Et là, c'est intéressant parce que pensez à ce qu'il dit sur le prétendu complot qui aurait utilisé la marionnette Antoine Daoust. Pensez-y bien. Et regardez ce qui est en train de se passer là. Ce qui se passe là, moi ce que je vois c'est Idriss Aberkan qui a une marionnette qui est une ex du gars de Fact and Furious. Il l'utilise. Et en plus de ça, il répète plusieurs fois que ses propos lui appartiennent, ses propos lui appartiennent, ses propos lui appartiennent. Donc en fait, il n'a pas vérifié les informations comme il devrait le faire s'il veut faire un travail journalistique, c'est-à-dire chercher plusieurs sources concordantes ou des preuves absolues de ce qu'il raconte. Il prend un témoignage, il oriente ce témoignage, et imaginons que tout ce que Malika Daoust raconte, imaginons, hein, voilà, imaginons qu'elle raconte n'importe quoi. Qui va se faire condamner en justice? Aberkan ou elle? Bah ça sera elle. Parce qu'Aberkan, il y a de grandes chances que devant un tribunal, il explique, écoutez, c'était du direct. Je n'ai pas pu faire autrement que de laisser tout ce qu'elle a dit. J'ai rappelé que c'était son opinion personnelle. Si y a un marionnettiste et une marionnette dans l'histoire, elles sont pas du côté qu'il le raconte. C'est lui le marionnettiste. Oui. Et vous avez confirmé qu'il prenait des ordres et qu'il enquêtait uniquement, bien que Fact and Furious se présentait systématiquement comme un organe de fact-checking indépendant, en réalité, il recevait des ordres, il y avait des initiatives pour les enquêtes, et vous me dites que vraisemblablement, selon vous, la motivation était l'argent. C'est sûr même. Et pour vous, c'est certain. Et donc là, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur ce qu'il vient de dire ici. Le résumé de l'affaire qu'il en fait est qu'il y a un grand complot qui utilise Fact and Furious pour produire de l'information, pour défoncer des personnes qu'il n'aime pas, genre Aberkan, Raoult, Perron, etc. Et qu'il l'a fait pour l'argent. Voilà. Et toute cette thèse est basée sur quoi? Sur le fait que sa femme l'entendait passer des coups de fil et qu'il demandait des conseils. C'est un peu léger, non? C'est certain. En tout cas, parmi ces organes, il y avait l'agence France Presse, alors dont on rappelle que le patron est mis en examen pour diffamation. Ça, c'est un fait dans la... Juste un truc, parce que c'est ridicule. Sans même regarder de quoi il s'agit, lorsque quelqu'un porte plainte contre vous pour diffamation, vous êtes mis en examen d'office. Voilà, c'est comme ça. Parce que, à moins que vous n'ayez pas du tout tenu les propos, hein, que ces propos soient inventés, mais si vous traitez quelqu'un, si vous dites quelque chose que je dis que Idriss Aberkan porte une veste noire. Si Idriss Aberkan porte plainte contre moi pour diffamation, la plainte va être instruite, hein. Je vais être mis en examen d'office. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, voilà. Mais la mise en examen, elle est automatique.
lorsque c'est un cas de diffamation. Donc c'est absurde ce qu'il raconte. C'est complètement absurde. La presse a très peu parlé, mais le patron de l'agence France-Presse est mis en examen pour diffamation, et dont il existait un contrat entre l'agence France-Presse et Fast and Furious pour lutter contre les infox. C'est ça. Donc vous m'avez montré ce contrat juste avant le direct, et Oui. je l'avais vu avant. Donc un contrat de prestation. Donc vraiment littéralement, Fast and Furious était un sous-traitant à certains égards de l'agence France-Presse. Et alors aussi intéressant, parce que je viens quand même d'aller regarder, pourquoi est-ce qu'il avait été mis en examen. Et il a été mis en examen, il a été mis en examen pour diffamation publique suite à un article à charge publié par l'AFP contre le documentaire Hold Up. Et je crois que c'est pour ça que Aberkan ne dit pas pourquoi est-ce qu'il a été mis en examen, parce que je pense que même au sein de la communauté des débiles, là, Hold Up, ouais, on y touche moins qu'avant, hein. Parce que depuis qu'ils ont vu les suites et qu'ils ont vu à quel point Barnerias il est vraiment perché, même Aberkan, Hold Up, c'est plus trop sa cam, quoi. C'est pour ça qu'il ne le rappelle pas, à mon avis. Donc voilà, là encore une fois, si vous êtes pro Aberkan, vous vous rendez bien compte qu'il vous manipule. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que le patron de l'agence France Presse est mis en examen pour diffamation par le gars qui a fait Hold Up? Bah, pour vous laisser imaginer tout et n'importe quoi si vous vérifiez pas. Voilà, tout simplement. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez entendu de différents noms être prononcés, différentes personnes être ciblées par recueillir l'intérêt de Fast and Furious? Qui obsédait Fast and Furious? Professeur Raoult. Oui. Vous aussi, Mhm. Xavier de François. Xavier Azalbert de François. Voilà, de François. Ok. Comment il s'appelle? Le professeur Perron aussi. Oui. Voilà. Et vous avez Mais entendu des cas? surtout, énormément vous. Vous Donc, êtes l'ennemi numéro 1 de Antoine Daoust et tout le groupe. Bah, ça me fait Voilà. je suis très honoré. Je suis très honoré de ça. Donc ça, ce sont des témoignages, hein. Vous avez assisté et Oui. vous entendiez. Voilà. D'accord. Donc j'ai eu l'honneur d'être au cœur de cette officine qui, en effet, a participé à beaucoup de blanchiment de fausses informations en ce qui me concerne. C'est tout à fait exact. Mais cela dit, Ici encore une fois, hein, c'est Aberkan qui le dit aussi très très souvent. Répéter un mensonge, tout ça, et les gens finiront par le gober. Il répète des dizaines de fois le mot officine, et il répète des dizaines de fois dans cette vidéo le fait que c'est du blanchiment de fausses informations. Ce qui est quand même vachement dommage, c'est qu'il ne cite pas de quelles fausses informations il parle. C'est vachement dommage. C'est vraiment vachement dommage, parce qu'en plus ça prendrait que quelques secondes de pouvoir rappeler un petit peu toute la diffamation que Fast and Furious aurait fait contre Idriss Aberkan, et bizarrement il n'a pas d'exemple à donner. Il préfère répéter 15 fois fausses informations plutôt que de nous dire lesquelles. Je vous laisse vous demander pourquoi. dit à tout seigneur, tout honneur, je crois que le professeur Didier Raoult était tout de même plus cité que moi. Limite. Pareil, en 50-50, on va dire. Hein. C'est bien. Ok, c'est bien. Je monte en grade. Ok, donc il y avait des groupes sur Twitter, sur les réseaux, qui se disaient, allez, il va falloir flinguer telle ou telle personne, il va falloir faire telle ou telle attaque sur telle ou telle personne. Et ensuite, ce groupe-là, vous l'avez prévenu de ce que... Alors là, ce qu'il vient de dire ici sur le fait qu'il y avait donc le groupe qui se disait, va falloir flinguer telle ou telle personne, elle l'a pas dit, hein. Là, c'est l'interprétation d'Aberkan qui va plus loin. On sent que le récit dépasse les faits qu'il veut taper dedans. Il va trop loin là, parce qu'en fait, non, c'est pas ce qu'elle a dit du tout. Que vous aviez à dire, vous l'avez prévenu de ses comportements et de ce qu'elle allait donner lieu à des plaintes au pénal. Et ce groupe-là, évidemment, s'est mis contre vous. Exactement ça, oui. Et parfois, il y en a un même qui m'a dit ça ne me regarde pas et m'a bloqué carrément. D'ailleurs, tous ils m'ont bloqué, tous. Oui, on pouvait le comprendre d'une certaine façon, mais ce qui est étrange, c'est que d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, quand vous prévenez l'Élysée réagit tout de suite. C'est ça, exactement. J'essaie encore de détricoter tout ça et de comprendre. De quand date ce contrat? De quand il date, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous lire la date? Alors, il date du 13 janvier 2022. Quand est-ce que la société Fast and Furious a été créée? Je vais vous dire ça. Vaguement, vous m'avez dit. En tant que SASU, oui. D'accord, je vais vous dire ça. Donc ici, ils sont en train de voir le fait que Fast and Furious était partenaire de l'AFP,
Voilà. Un truc qu'ils ne disent pas, et encore une fois, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas, alors que c'est Le super 2 facile de trouver décembre l'info. 2021. C'est quel était Et l'objectif ça, de ça ce date de pacte, de ce 2022. partenariat? Est-ce qu'il y a des mentions d'argent ou autre? Et en fait, non, dans le contrat, il n'y a pas de mention d'argent. En fait, Fact and Furious était partenaire d'un truc qui s'appelait Objectif des Infox. Voilà, que vous pouvez trouver, dont vous pouvez trouver les informations ici, et où on trouve effectivement Fact and Furious, ainsi que d'autres machins, qui sont pas tous hyper connus, hein, pour la plupart si, mais moi-même là-dedans il y a un ou deux trucs que je connais pas, parce qu'en fait vous en avez 23 hein, qui se trouvent ici, ils sont donc pas tous cités je crois. En fait le truc qu'ils font derrière c'était en fait un objectif d'avoir des modules de formation en ligne, euh, des, euh, des partages entre les différentes rédactions de leurs articles, une série de vidéos, la mise à disposition de produits et de programmes en version premium qui permettaient de vérifier des infos. Bon, il y a des trucs qu'on voit, c'est même gratuit, hein, Google Image Search, à moins que ce soit une version payante supplémentaire, Trends, InVid Verify qui permet de vérifier les vidéos. Ça, c'est tous des trucs qui sont déjà en accès gratuit de toute façon. L'idée, c'était d'avoir un partenariat autour de la désinformation quant aux élections qui devaient avoir lieu, qui ont eu lieu en 2022, aux élections présidentielles. Il se fait que, personnellement, j'ai pris mes petits renseignements. En fait, ce truc n'a pas eu lieu. Enfin, ce truc n'a pas vraiment existé. euh, Au-delà des quelques vidéos qui ont été produites, parce qu'en fait, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc voilà, comme vous le voyez, le contrat a été signé en janvier 2022. L'opération devait avoir lieu de février à juin 2022, sauf que le 24 février, la guerre en Ukraine éclate, et donc bah les priorités sont pas là quoi. Voilà. Et donc finalement, il n'y a pas eu d'ailleurs de grandes désinformations massives sur la présidentielle française. Donc ce truc n'a un peu servi à rien. Mais le déroulé que Aberkan essaye de nous sortir, c'est qu'en fait, il y a un contrat de travail, de subordination entre l'AFP et Fact and Furious, alors que non, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas. Un autre truc aussi sur lequel vous pouvez revoir dans la vidéo qui parle de l'agrément et de la manière dont il était reconnu service de presse, etc. C'est relativement facile à avoir en fait, hein. Vous devez juste rentrer un dossier, rentrer dans les cases. Voilà, on fantasme souvent énormément de choses, alors qu'en fait c'est juste de l'administratif, c'est tout. Et c'est encore ici ce qu'il essaye de démontrer. Et encore une fois, si vous êtes un fan de Aberkan, vous avez le droit. Je pense que vous avez mis à foutre dans votre vie, mais voilà, c'est votre droit. Posez-vous des questions sur pourquoi est-ce qu'ils ne vous donnent pas les informations que moi je vous donne et qui sont vérifiables, hein, vous pouvez les vérifier, faire vos propres recherches, tout ça. Pourquoi ils vous les donnent pas ces infos? Bah parce qu'il y a une raison. Parce qu'en fait, chacune de ces informations est une part du millefeuille argumentatif qu'il essaye de vous démonter, et que à chaque fois qu'il vous donnerait l'information complète, ben en fait elle vaut plus rien cette info. Parce que y a une différence entre il travaillait pour l'AFP, machin, produire des infos, et il a mis son logo sur le site de l'AFP en s'engageant à partager les articles de vérification de l'AFP, quoi. Vous voyez, c'est pas tout à fait dans le même registre, quoi. Déstabilisatsia, pour bien parler russe, de déstabiliser les fact-checkers en sortant ce dossier. D'ailleurs, vous allez me déclarer pour la forme si vous êtes vous-même téléguidé par quelque officine, par quelques services, vous travaillez seul, vous êtes quelqu'un vous a incité à faire cette interview. Non, je suis seule. Oui, parce C'est de que moi-même. Alors, quand vous disiez ces gens dont elle va répondre oui, je travaille pour Poutine. Non, ça c'est du pur Aberkan. Ça c'est du pur Aberkan. Il faisait ça avec Durand aussi en expliquant qui, qui disait je déclare sur l'honneur, tout ça, comme si ça avait la moindre valeur, quoi. On dirait Aberkan parfois, c'est à se demander s'il croit à ce qu'il raconte en fait. C'est un peu, vous voyez, comme la légende urbaine selon laquelle euh, un policier, un policier en civil qui est infiltré dans les films de mafia, là, on lui dit si vous êtes policier, vous êtes obligé de me le dire. Alors que, évidemment que non. Évidemment que non, quoi. C'est vraiment du fantasme comme ça sur des légendes urbaines idiotes. Ouais, non, c'est assez amusant. Je tiens à dire d'ailleurs que moi aussi je ne travaille pas pour ni à la solde de personne. Et voilà. pour la forme, si vous êtes vous-même télé
vous pensiez à qui d'autre, à part l'AFP? Mais encore une fois, vous pouvez me dire, à tout moment, n'oubliez pas, vous pouvez me dire, Monsieur Aberkan, je ne veux pas vous en dire plus parce que je crains, je ne veux pas vous en dire plus. Je vous laisse Ah, stabiliser le téléphone. là, c'est pas mal parce qu'on est quand même à 50 minutes sur 55 minutes d'interview. Il lui dit, si vous voulez pas en dire plus, on dit pas plus. Alors que bon, ça fait 50 minutes qu'elle déroule tout, quoi. Hein. C'est un truc qu'il aurait pu lui dire au début, mais bon. Et en plus de ça, il met dans la tête des gens, et c'est un très bon communicant, hein, qu'est-ce qu'il met dans la tête des gens en disant ça? C'est de lui dire qu'en fait, elle risque pour sa vie, ou elle risque pour... Enfin, elle prend des risques en donnant ces noms-là. Et que donc les gens de ce grand réseau sont des gens dangereux. Voilà, c'est pour ça qu'il fait semblant de la protéger, alors en fait il la protège pas du tout. Et il va l'acheter comme on balancerait Pinocchio depuis le pont du bateau quand on en a plus besoin, quoi. De toute façon, ouais. Très bien. Donc quand vous disiez ces gens, est-ce que vous voulez ou pas nous donner plus de détails? Sur certains, peut-être, mais pas sur d'autres. Pour ma Très bien. sécurité et celle de mes enfants. Voilà. Entendu. Alors sur lesquels vous voudriez donner Moi des détails? personnellement, je connais Donc, plein je vais donner dans ce milieu-là. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens dangereux, quoi. Hein. Le plus gros risque que vous avez, effectivement, c'est qu'ils vous fassent un thread Twitter pour vous s'énerver sur vous. Mais voilà. Bon, sur ce, en fait, je vais devoir arrêter cette vidéo parce que voilà, je suis désolé. C'est comme ça, je ne la reprendrai pas plus tard parce que j'ai mieux à faire. Je vous souhaite donc une excellente soirée et réfléchissez à tout ça. N'hésitez pas aux fans d'Aberkan à revoir cette vidéo, la vidéo d'Aberkan en question, et d'essayer de garder de l'esprit critique. Parce que bien souvent, Aberkan, comme tous les gens de cette sphère-là, vous disent que il faut être critique et douter de tout, et douter des médias, etc. Ben c'est très bien, vous avez tout à fait raison de le faire. Mais je vous invite à douter de ce que vous racontent ces gens-là également. Et à ne pas le prendre pour argent comptant juste parce que ça va dans votre sens, juste parce que ça vous fait du bien. Il est toujours beaucoup plus facile de penser que les choses sont simples et qu'il s'agit d'un grand complot. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça et je pense que vous tous, hein, vous donnez beaucoup trop d'importance à Attali, à Conspiracy Watch, à l'AFP, à telle ou telle personne, à Karine Lacombe, au docteur Marty, etc. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui font partie de notre société. Et il n'y a pas de grand puppet master qui tire les ficelles. Ça, c'est juste dans votre fantasme. Et je veux juste terminer par une chose, c'est que ce qu'Aberkan essaye de dire ici, c'est qu'il y a un grand groupe qui agit en secret afin de décrédibiliser des personnes. Il n'en a pas la preuve. Par contre, il y a un groupe dont on a toutes les preuves qu'il a agi pour déstabiliser des gens. C'était un groupe qui se faisait appeler CIA, dans lequel on trouvait Xavier Azalbert et tout un tas de gens qui visaient justement à défoncer les anti-Raoult, les anti-Perron, les anti-Lalanne, etc. Donc les conspirateurs, les gars, c'est vous, comme d'habitude. Les gens qui sont les plus complotistes, en fait, sont les plus comploteurs. Et c'est systématiquement prouvé. Et c'est encore prouvé cette fois-ci avec cette vidéo d'Aberkan qui est une dégueulasserie et une débilité sans nom. J'espère que vous aurez quelques éléments de réflexion à ce sujet. Et n'hésitez pas à interroger Aberkan quand vous en avez la possibilité dans vos commentaires, si vous l'aimez bien, sur pourquoi est-ce que telle et telle information que moi je vous ai donnée, il ne vous l'a pas donnée lui-même, alors qu'elle était tout à fait accessible publiquement sur Internet. Voilà, voilà. Et que, sans aucun doute, il l'a, puisqu'il est si intelligent et sait certainement faire des recherches. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!